Bonjour tout le monde. Donc, la suite du chapitre 7. On se rappelle que le chapitre 7, c'est dans la partie 3, le travail et l'énergie. Donc, c'est sûr que dans le chapitre 7, on va s'intéresser au travail et la puissance. Fait qu'aujourd'hui, on finit donc avec le travail. On parle des notions donc, de puissance. Puis, la prochaine vidéo, on pourra commencer donc notre dernier chapitre, notre chapitre 8. OK, donc aujourd'hui, 7.2, le travail d'une force constante et d'une force variable. Fait que si on commence donc avec une force constante, donc une force constante, là, ça c'est bien certain que j'ai bien beau me déplacer de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, donc selon ma position, la force en newton va toujours être constante, constante, constante. Ce qui fait en sorte que, on avait vu que l'air sous la courbe, dans ce graphique-là, ben, va nous donner donc le travail. Et je vous le prouve, regardez bien. Ici, ben, si je vais calculer, admettons, le travail donc effectué de là à là, l'air sous la courbe, c'est un carré ou un rectangle, la même chose. L'air d'un rectangle, c'est base fois hauteur. Là, que ce soit la base comme ça, puis la hauteur comme ça, donc on s'en fout. Donc, base fois hauteur, donc c'est la force fois donc le delta x. Et c'est sûr que si ma force est avec un certain angle, une certaine orientation, je peux aller chercher donc la composante en x. Je peux dans le fond donc la développer donc un peu, donc f, donc la norme fois cos de mon angle fois mon déplacement, et ça me donne donc c'est sûr, donc une formule de travail. Donc c'est sûr que l'air sous la courbe ben, va me donner le travail. Et c'est bien certain que, de toute manière, si je fais base fois hauteur, des newtons fois des mètres, bien, ça me donne des joules. Fait que ça me donne des joules, je sais que c'est le travail. Donc, la droite, elle est horizontale. On se rend compte que la force ne dépend pas de la position. Donc, la preuve, donc si on a un camion là, qui exerce donc une force constante, que ce soit sur une route à Montréal ou bien à Québec ou au Lac-Saint-Jean, donc il va effectuer donc le même travail, tout simplement. On s'en va donc ici. Si on a une force variable, oh bien là, si on a une force variable, notre graphique ne sera plus là une belle droite comme ça qui est horizontale, mais va être une droite qui est ascendante. On verra tantôt, là, on l'a donc un petit peu donc plus loin. On va pouvoir aller trouver donc notre formule avec tout ça. Mais avant, étant donné qu'on sait que la grandeur de la force donc, ne dépend pas de la position, tandis que la grandeur d'une force variable donc, dépend de sa position, donc on sait que par exemple que la force gravitationnelle, plus on est proche de la Terre, plus notre satellite va être attiré, plus le satellite est loin de la Terre, moins il va être attiré donc par celle-ci. Un exemple donc de force variable qu'on va aimer bien travailler avec, donc c'est les ressorts et les élastiques. Autrement dit, les ressorts hélicoïdaux. Hélicoïdaux, là, c'est juste que c'est avec cette forme-là. Ou les ressorts qu'on va appeler donc ressorts accoudants. Donc c'est la même chose. Donc, dans le fond, c'est une force variable parce que le ressort peut être soit étiré, ou le ressort peut soit être comprimé parce qu'il y a des espaces, donc entre chacune des spires, entre chacune, là, finalement, là, des tortillons. Là. Donc, comme si on pouvait donc appeler ça. Appeler ça comme ça. Mon Dieu, c'était pas chic, là, la dernière phrase que j'ai dit. Avec une force qui est variable, avec les ressorts, on va s'intéresser donc à la loi de Hooke. La loi de Hooke, donc tout ça est important, donc en passant, va nous signifier que la déformation que subit un objet élastique, comme un ressort, une corde de bungee ou peu importe, donc un élastique, quelque chose qui se comprime comme un amortisseur, est proportionnelle aux forces appliquées pour le déformer. Autrement dit, quand on comprime ou quand on allonge donc un ressort donc d'une distance x, la force exercée est directement proportionnelle donc à cette distance-là. Ce qui fait en sorte qu'on va avoir une belle formule spécifique pour les forces variables. Autrement dit, pour les élastiques variables comme force ou pour les ressorts, tout ce qui se comprime ou s'étire. On peut l'avoir sous cette forme-ci, donc la formule, mais je l'aime un peu moins
à cause du négatif. Là. Mais sachez qu'on peut remplacer le L par étirement ou par delta X ou delta Y, là, comme vous voulez. En passant, F est égal à K fois L. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, la force, c'est sûr, c'est en newton. L'étirement, c'est en mètres. Donc, je vous démontre justement cette formule-là dans une autre petite capsule, qui est la capsule de la loi de Hooke, donc un laboratoire qui est le laboratoire X. Puis, chaque ressort a sa propre constante de rappel. Autrement dit, un ressort là, qui est tout petit, qui est facile à comprimer ou à étirer, va avoir une petite constante de rappel. Mais un ressort qui est gros, qui est intense, donc qui est solide, va avoir une grosse constante donc, de rappel. Chaque ressort donc, est vraiment donc, a sa propre constante donc, de rappel du ressort. Donc, c'est vraiment donc, caractéristique à chaque ressort. Loi de Hooke, on a des petites choses à savoir. On va aller écrire donc, à savoir. Là, je vais parler un petit peu plus vite, on dirait que je m'en mêle dans mes mots. Première chose, une force. Elle a le double ou le triple d'une autre force lorsqu'elle produit au dynamomètre, donc un allongement double ou triple. Fait que ça veut dire que si je tire 2 fois plus donc, sur mon ressort, bien, si j'avais mis un dynamomètre au bout, bien, ça me donnerait donc une force 2 fois donc, supérieure. Deuxièmement, ici, deux forces sont égales lorsqu'elles produisent le même allongement, donc au même dynamomètre. Ça, c'est logique. Si je les tire de la même manière, bien, ça veut dire que la force donc, est égale. Troisièmement, plus le ressort est étiré ou comprimé, plus il cherche à reprendre sa forme donc, initiale. Donc, la force exercée par le ressort est variable. Tu sais, là, on s'imagine, là, on tire donc avec nos mains. Là, je vous ferai bien des gestes, là, mais là, on est en vidéo. On tire avec nos mains sur un ressort. Donc, au début, c'est super facile d'étirer. Quand on est rendu super loin, donc avec nos mains, ça c'est une main, et là, donc c'est comme difficile, donc on force vraiment plus, donc on voit que la force est variable. Quatrièmement, un corps, autrement dit un ressort en élastique, rigide, a une constante de rappel plus élevée. Ça c'est ce que j'avais dit tantôt. Puis, ben, lorsqu'il est plus souple, ben, il a une constante de rappel plus petite. Fait que ça veut dire que je peux aller choisir mon ressort en fonction du travail que je veux faire. Autre chose, la constante de rappel est égale à la pente du graphique de la force en fonction de l'allongement. Donc, l'allongement, c'est un L ou un delta X. Là, on se rappelle que la force est en newton, l'allongement, donc c'est en mètres. Bien, si, admettons que je vais dessiner donc, la pente de ce graphique-là, j'entends dans la petite vidéo là, de la loi de Hooke, la pente va donner la constante de rappel. Ensuite, si vous voyez le signe négatif, donc dans une petite formule, ben, c'est soit qu'on s'intéresse à la force exercée par le ressort ou sur le ressort. Ça dépend là, si je suis en train de l'étirer ou de le comprimer, donc aussi. Puis, si le ressort est trop étiré, ben, il va avoir une déformation donc permanente. Fait que là, la loi de Hooke ne peut plus donc s'appliquer. Le ressort est fini, il n'y a plus de constante donc de rappel. J'y vais avec des exemples, c'est ça qui est important. Il faut une force F de 450 newtons pour étirer un ressort sur une distance de 20 cm. Nous autres, on 20 cm. Nous autres, on déteste ça, les centimètres. On va aller mettre ça donc en mètres. Quelle est sa constante de rappel du ressort? Puis, c'est sûr que la constante de rappel, c'est en newton par mètre. On ne l'a pas vu tantôt dans les formules, là, mais c'est en newton par mètre. On va le voir là, maintenant. Fait que F est égal à K fois L. Moi, j'allais mieux sur cette forme-là. F est égal à K fois L. On dirait que c'est un petit peu plus court, là, plus visuel. Si je vais aller chercher donc mon K, ben mon K est égal à la force divisée donc, par l'allongement. Donc, je vais faire ma force en newton divisée par l'allongement qui est en mètres, des newtons divisés par des mètres, effectivement, donc ça me donne l'unité de la constante de rappel. Donc, ici, 2250, ça serait vraiment un gros ressort. On en déduit ça. Exemple 2, tiré du cahier d'activité. Une extrémité d'un ressort est colloïdale. Est fixée, mon Dieu, donc à un plafond, donc comme ça ici.
Puis on a un petit saumon, tentative de dessiner donc un poisson, comme ça, qui est suspendu. Le saumon a une masse de 1,5 kg, est suspendu à l'autre extrémité. On nous dit qu'on cherche la distance d'étirement si le ressort a une constante de rappel de 250 newtons. Et on cherche le delta X, on cherche le L, comme vous voulez, donc on cherche la distance, l'allongement. Donc on va aller servir donc, de notre formule F est égal à K fois L, qui est la même chose que F est égal à K fois le déplacement ou l'allongement, c'est la même chose. Nous, on est allé isoler donc le X. C'est ça qu'on a fait ici, là. On est allé donc isoler le X. Donc, il faut la force divisée par la constante de rappel. J'ai la constante de rappel de mon ressort, mais je n'ai pas la force. Comment je vais faire pour aller chercher la force? J'ai deux choix. F est égal à MA ou F est égal à MG. Ça, c'est pour le poids, la force gravitationnelle, et ici, c'est pour la force résultante. Étant donné qu'on travaille donc sur la Terre, étant donné que le poisson, c'est sûr qu'il faut être attiré donc, vers le bas, on va y aller avec F égale à MG, mais ça donnerait comme un peu la même chose avec F égale à MA, donc ça serait juste un peu là, faussé. Donc F est égal à MG, qui est la masse fois l'attraction gravitationnelle de la Terre, qui donne 14,7. J'envoie ça dans ma formule, je divise, et ça me donne la distance. Là, vous allez dire, ils ont mis plein de petits négatifs, nanana. Donc là, on s'en fout là, des négatifs. Là. Tout simplement pour dire que le poisson est attiré vers le bas, ou on s'intéresse donc à la force exercée par le ressort. Sur le ressort, on s'en fout. Là. On ne met pas de négatif, donc nulle part, on laisse ça positif. Ça va donner la même chose. Et voilà donc mon graphique que je vous disais, donc de la force variable. Donc lorsque j'ai une force variable, j'ai une belle droite comme ça, donc qui monte. Pour vous démontrer ma nouvelle formule pour une force variable. On sait que l'air sous la courbe est égal au travail. Donc, R sous la courbe est égal au travail. Ici, l'air sous la courbe, c'est un triangle. L'air d'un triangle, c'est basse hauteur divisé par 2. Donc, basse hauteur, là, comme vous voulez. Là. Fait que j'ai pris la force fois donc, le delta X divisé par 2. Je sais qu'on a une force donc, qui est variable. Donc, je peux aller chercher donc, ma petite formule de ma force exercée par un élastique ou sur un élastique ou sur un objet donc, qui s'étire. Donc, j'ai remplacé ça par ça ici. Et là, c'est bien certain que quand j'arrive là, je vais faire K fois mon delta X deux fois, donc à la 2, divisé donc par 2. Ce qui va me donner ma formule qui est ici. On a juste sorti le 1/2 donc en avant, là, pour faire plein, donc de petits fois. Là, à se rappeler que lorsque j'ai une force variable, que j'ai quelque chose qui s'étire ou qui se comprime, je prends cette formule-là. Et lorsque j'ai une force constante, je prends cette formule-ci, donc du travail, force fois mon delta X. C'est pas la même chose, pantoute. Fait que faites attention, on se pose toujours la question en premier, est-ce que j'ai une force constante ou est-ce que j'ai une force variable? On va aller justement pratiquer notre nouvelle formule, donc avec la force variable et les unités, donc sont toutes les mêmes. Donc, la constante de rappel d'un ressort servant à propulser une bille dans un jeu de billard, donc électronique, est de 400 newtons par mètre. On cherche le travail nécessaire pour étirer le ressort sur une distance delta X, en passant qu'on va aller mettre en mètres, de 3 cm. Là, si je prends cette formule-là, je n'arriverai pas à la même réponse. Je vais me penser bien bonne, mais ça ne marchera pas. Moi, j'ai une force variable, je travaille avec un ressort, ça s'étire, donc je vais prendre cette formule-ci, je vais aller directement l'utiliser. Je vais faire 1/2 fois mon quart fois mon étirement ou mon allongement, donc au carré. Donc 1/2 fois ma constante de rappel du ressort, fois mon étirement, donc en mètres, au carré. Puis je vais mettre ça, donc au carré, je mets tout mon étirement et ensuite je mets ça au carré.
Hein, c'est pas là 0,030 mètres au carré. Là. L'unité, c'est pas des mètres au carré, ça marche pas. Fait que je mets des parenthèses, puis après ça, je mets ça à la 2. Et à retenir que le travail, c'est en joules. Comment ça que le travail, donc, c'est en joules? Bien, c'est bien certain que ici, mes mètres et mes mètres vont s'annuler. Il va me rester des newtons par mètre, donc en haut. Fait que des newtons par mètre, bien, c'est sûr que ça donne des joules. Et là, donc, j'ai fini. On continue tout de suite avec la section 7.3, c'est vraiment pas long, le concept de P puissance, un gros P pour puissance. Fait que là, on ne s'intéresse pas juste à « Oh, je prends cet objet-là et je le pitch là ». Là, je m'intéresse aussi au temps. Imaginez, on va faire du ski avec une remontée, donc mécanique, puis là, on monte. Tu sais, le but, là, c'est de nous pogner en bas et nous emmener donc en haut. Et si ça prend 2 ans, ben là, tout le monde va être gelé, donc on ne fera pas beaucoup de ski, donc ça va être plat. Fait qu'il faut vraiment nous pogner en bas, nous emmener donc en haut en un temps vraiment précis. Dans ce temps-là, on s'intéresse à la puissance, à la rapidité avec laquelle donc une machine va accomplir donc le travail en unité de temps. Donc, la puissance, c'est le rapport entre la quantité de travail et le temps écoulé pour faire l'exécution. C'est comme un tracteur, s'il n'est pas capable d'accomplir donc, le travail en beaucoup de temps, ben, il n'y a pas donc, nécessairement une grande puissance. Facile. La formule de la puissance, hein, ça ressemble un peu, là, puis on met la formule de la puissance donc, en électricité. Donc, c'est le travail divisé par le temps. Faites attention, le travail, c'est en joules, c'est égal, il est super lettre. Le travail, c'est en joules, le temps, c'est en secondes. Hein? Fait que c'est sûr que nous, quand on va faire des joules par seconde, des joules divisés par des secondes, on ne met pas joules par seconde, là, c'est lettre, là, ça va nous donner des watts. Et les watts, ben, c'est sûr que c'est un petit W. Ne pas confondre le petit W de watt avec le gros W de travail. On finit avec deux petits exemples. On a fini pour notre chapitre 7. Une personne qui a une masse qui pèse 70 kg développe une puissance maximale donc pour monter un escalier qui a une hauteur. Ça, c'est le déplacement donc à gravir de 15 mètres et on veut faire ça en un temps de 45 secondes. Numéro 1, quelle est la puissance? Et là, la puissance, là, je la veux en kilowatts. On dirait qu'on calcule là, la puissance électrique, mais c'est le même principe, mais ce n'est pas la même chose. Donc, on veut savoir la puissance qu'elle va développer en A. OK, on y va, on cherche la puissance, on commence tout le temps avec la formule, donc on vient donc de voir, puis on commence avec la formule pour aller chercher, pour aller trouver qu'est-ce qu'on cherche. Mon Dieu, c'était pas clair non plus cette phrase-là. Fait que je vais faire le travail divisé par le temps. Le temps, je l'ai, c'est 45 secondes. Qu'est-ce qui me manque? C'est le travail. Là, je me dis, oh, est-ce que j'ai un travail avec une force variable ou une force constante? Bien, j'ai une force constante parce que je n'ai pas d'élastique, je n'ai pas rien donc, qui s'étire. Fait que force constante, je peux employer donc cette formule-ci. F fois delta X. Mon delta X, j'ai une distance à faire de 15 mètres et la force au haut, je ne l'ai pas. Je peux aller chercher ma force. Deux choix. FG est égal à M fois G. Dans ce cas-ci, c'est ça que je vais prendre parce que c'est bien sûr que je veux monter, fait que je vais contrer la force gravitationnelle. J'ai FR est égal à MA. C'est elle que je vais aller choisir. Je vais tout simplement remplacer donc, la force par MG. Donc MG, la masse de ma personne, fois la fraction gravitationnelle de la Terre, que je peux mettre en mètres par seconde au carré en newtons par kilogramme. On aime vraiment mieux les newtons par kilogramme rendus là, parce que les kilogrammes s'annulent, il me reste des newtons et des mètres. Fait que newton, c'est sûr, donc mètre, qui va me donner des joules. Fait qu'on a donc notre travail qu'on va aller mettre ici, on divise par le temps, puis on a donc notre puissance en watts. Si on veut l'avoir en kilowatts, c'est comme passer de mètre à kilomètre, on va diviser par 1000. Et on finit donc avec notre dernière donc, question ici. On va aller la lire donc là, avant. Donc en B, calcule le temps. C'est le temps que je vais aller chercher. Donc, c'est ce que j'ai fait. On va y aller ici, comme ça. On calcule donc le temps effectué. Je pense que ça va être très facile, comme ça.
Donc, calculer le temps minimal qu'elle mettrait pour gravir le même escalier avec un sac en plus, OK? En plus, une masse d'un sac de 70 donc, kilogrammes. Fait au total, on a une masse de 140 kilogrammes. On s'en va là ici. Nous, dans notre formule, puissance est égale à travail divisé par le temps. C'est le temps donc qu'on va aller chercher. Fait que je suis allée isoler le temps ici, comme ça. Isoler, comme ça ici. Fait qu'il va falloir que je fasse le travail divisé donc par la puissance. On m'a dit que je prenais la même puissance que tantôt. Donc, c'est la même puissance là, que j'ai trouvée en A. Fait que je vais aller la mettre ici. Mais le travail, vu qu'on a un travail donc, différent parce que j'ai une masse différente, je vais aller le calculer. Fait qu'on se rappelle que F est égal à M fois G. Fait que je vais remplacer mon F par M fois G. La masse fois mon G fois donc mon déplacement qui va donner ça ici. Je l'envoie là, je divise par ma puissance, c'est moyenne. Ça me prend 2 fois plus de temps, c'est sûr, parce que le travail effectué, c'est 2 fois plus grand. Ça va prendre 2 fois plus de temps, donc c'est logique. Et voilà, fait qu'il va nous rester seulement donc le chapitre 8.